Donc ça va être une petite dérive autour d'une question de portrait d'un auteur qui s'appelle Thomas de Quincey. Entre autres particularités, Thomas de Quincey, euh, né en 1785, a connu de son vivant une édition complète qui a été faite par des éditeurs américains, Ticknor Fields, qui ont fait pratiquer un daguerréotype, donc qui date de 1850, que vous voyez à gauche, qui a ensuite donné un certain nombre de gravures qui sont de ce style, avec quelques différences. Parce qu'à l'époque, comme vous le savez sûrement, le support de la gravure était en fait souvent un daguerréotype à partir de ce moment-là, plus que euh, plus qu'un un autre type de tableau, de représentation. Alors, donc, la particularité de la chose, c'est que ce daguerréotype qui date de 1849, enfin début 1850 plus exactement, est commenté par l'auteur lui-même en préambule à cette édition américaine. Et c'est le premier texte que je vous ai distribué. Et c'est pas simplement un commentaire anecdotique, c'est un commentaire qui implique beaucoup de choses, une réflexion sur ce que c'est un visage, sur ce qu'est un visage, euh, euh, et sur ce qu'il porte ou ne porte pas, ou ce sur à quoi il renvoie, qui est proposé. Donc je vais vous lire le texte. Je vais vous le lire parce que son ton est très particulier. Et pour ceux qui ne sont pas habitués à la lecture de Quincey, c'est une bonne introduction à sa manière. Mon cher monsieur, je vous suis très obligé de nous avoir fait parvenir, c'est-à-dire à mes filles et à moi-même, le portrait gravé, agrandi à partir du daguerréotype d'origine. Le graveur, du moins, semble avoir accompli son travail avec compétence. Pour ce qui est de l'un de ceux qui furent les premiers concernés, à savoir le soleil de juillet, je suppose qu'il n'est pas permis de se plaindre de lui, sinon mes filles seraient enclines à lui reprocher de m'avoir fait la bouche trop longue. Mais on considérait jadis qu'il était fort audacieux de soupçonner la véracité du soleil, solem quis dicere falsum audeat, et je me souviens qu'il y a un demi-siècle, le journal appelé le Sun avait fait de cette maxime la sanction de son combat. Mais à la longue, les érudits découvrirent que le Soleil junior, à savoir le journal, se permettait parfois de dire des mensonges. L'antique préjugé concernant la vérité solaire se brisa donc avec ce cas, et qui sait maintenant que nos verres optiques ont été tellement améliorés, s'il ne serait pas possible de découvrir que le Soleil senior se livre à des pratiques similaires, auquel cas il se serait en quelque sorte simplement exercé à ne pas perdre la main, en opérant sur cet unique trait de ma bouche. Le reste du portrait, nous en sommes tous d'accord, accorde du crédit à ses talents et montre qu'il est toujours bien éveillé, qu'il n'est pas du tout l'artiste brisé de vieillesse que tous les spéculateurs philosophiques avaient rêvé qu'il était devenu. Afin d'accompagner ce portrait, vous souhaitez que je fournisse quelques brèves mémoires chronologiques de ma propre vie. Voilà une chose qu'il me serait difficile de faire, et quand je l'aurais faite, leur lecture pourrait bien ne pas présenter un grand intérêt pour autrui. Rien ne rend la lecture plus ennuyeuse et monotone que ces registres anciens, communs et mercenaires, qui sont disposés chronologiquement et racontent les faits inévitables de la vie d'un homme. On est si certain que l'homme est né, et également qu'il est mort, que c'est une chose affreuse de se trouver dans l'obligation de le lire, que l'homme commença par être un jeune garçon, qu'il alla à l'école et que par une intense application dans ses études, qu'il considéra comme la part qui lui était échue dans cette vie, il s'éleva jusqu'à un rang distingué dans la confrérie des pilleurs de vergers. Cela semble si probable dans l'ensemble que je veux bien l'accepter comme un postulat. Qu'il se maria, et quand les temps furent mûrs, qu'il fut pendu, ou, puisqu'il était humble et dépourvu d'ambition, qu'il se contenta de mériter la pendaison. Il est si naturel de chercher ces petits détails, tels qu'ils sont éparpillés et semés en long et en large dans les grands champs de la biographie, que de ce point de vue, une vie, quelle qu'elle soit, ne devient rien de plus que l'écho de milliers d'autres. De telles successions chronologiques d'événements et de dates
appartenant simplement au genre humain n'illustrent rien de l'individu et sont tout aussi ennuyeuses qu'inutiles. Un meilleur plan consistera à détacher quelques chapitres singuliers des expériences de l'enfance, qui est du moins susceptible d'offrir ce genre de valeurs singulières, soit qu'il consignera certaines des impressions profondes sous lesquelles ma sensibilité enfantine ne se développe pas, et les idées qui couvaient continuellement dans mon esprit à cette époque, soit qu'il révélera les traits de caractère qui sommeillaient parmi les membres de mon entourage. Ce plan aura l'avantage de n'être pas susceptible que l'on soupçonne en lui de la vanité ou de l'égoïsme, car je supplie le lecteur de comprendre distinctement que je n'offre pas cette esquisse dans la mesure où ce serait de moi-même, au titre de personne concernée, qu'elle ferait dériver une part quelconque de l'intérêt qu'elle pourrait avoir, si, en vertu de ses propres circonstances, l'expérience particulière qui est sélectionnée est réellement intéressante, alors peu importe à qui elle est arrivée. Supposez qu'un homme se souvienne d'un voyage périlleux, il ne sera pas juste d'inférer qu'il s'en souvient comme d'un voyage accompli par lui-même. Il est peut-être en mesure de dire tout à fait sincèrement qu'il ne le consigne pas en raison de ce rapport précis, mais exactement en dépit de cette relation. Dans la mesure où le pouvoir de divertissement de ces incidents ne me dépend absolument pas d'une quelconque référence personnelle, les dits incidents doivent être tout aussi intéressants, dira-t-il, qu'ils soient arrivés à A ou à B. Tel est mon cas. Que le lecteur fasse abstraction de moi, comme d'une personne qui aurait pu être accidentellement ou partiellement connue de lui par avance. Qu'il lise telle esquisse comme si elle se rapportait à une personne qui souhaite être profondément anonyme. Je ne la présente pas comme si elle devait quoi que ce soit aux connexions qu'elle entretient avec tel ou tel individu particulier, mais plutôt dans la mesure où il est probable qu'elle est amusante par elle-même, et je fais une faute quelconque sur ce point-là. Et si je fais une faute quelconque sur ce point-là, ce n'est pas une faute liée à cette vanité qui exagère la conséquence de ce qui se rapporte à ma propre enfance, mais c'est une simple faute de jugement concernant le pouvoir de divertissement et d'amusement qui peut se rattacher à une succession particulière de réminiscences. Veuillez excuser le développement imparfait qui, en certains endroits de telle esquisse, a peut-être été donné à ce que je souhaitais dire. Je souffre d'un dérangement des plus affligeants du système nerveux, lequel me rend parfois difficile le fait même d'écrire et me rend toujours impatient, à un degré qu'il n'est pas facile de comprendre, de refondre ce qui pourrait sembler exprimé de manière insuffisante, voire incohérente. Croyez bien, monsieur, que je demeure votre tomate Quincé. Alors, on a une entrée en matière qui est typique de l'ironie apparemment légère et de la provocation intellectuelle de Quincé, avec cette accusation qui osera traiter d'usurpateur ou qui osera dire que le soleil est un menteur. Évidemment, à propos de cette photo qui lui fait la bouche trop longue et qui le transforme donc en photo de bavard, quelqu'un qui parle trop, qui n'est pas simplement visuellement affligé d'une bouche trop marquée, surtout dans la gravure d'ailleurs, mais qui va en faire un principe d'écriture, puisque vous le savez peut-être, de Quincé, quelqu'un qui digresse beaucoup, c'est-à-dire qu'il est très difficile de suivre un fil unique pendant, de manière logique, que ce qui se rassemble autour de ce fil unique est une série de digressions. Baudelaire disait de lui qu'il était essentiellement digressif, ce qui est vrai. Et sauf qu'ici, la chose est dite, visualisée, symbolisée par cette photographie. Et il le répète à la fin de son envoi, puisqu'il dit qu'il est affligé d'un dérangement qui fait qu'il est toujours impatient de refondre ce qui pourrait sembler exprimé de manière insuffisante, voire incohérente. Il a été aussi question des échos, de la question des échos des vies des autres. Et le deuxième point qui est remarquable dans cette préface, parce que c'est une sorte de mini-préface à ce qui va être l'ensemble des esquisses autobiographiques, qui n'est pas un livre court, bien sûr, puisqu'il fait à peu près 900 pages dans l'édition française chez Corti,
donc évidemment la digression joue à plein, mais qui ici apparaît non pas comme l'autobiographie de Quincé, mais comme l'autobiographie de ce qui arrive à quelqu'un, peu importe qui, et qui peut être intéressant. L'autobiographie de tout le monde, de l'ensemble des événements qui méritent d'être... Donc il y a un déplacement du sujet personnel à un sujet historique, si vous voulez, qui est mentionné ici, qui consonne assez fortement avec son intention constante de déplacer l'analyse psychologique vers plutôt, je dirais, des examens de situations historiques particulières. Donc voilà pour cette haute présentation de l'autobiographie. Alors je me suis beaucoup intéressé à cette histoire de bouche trop longue, puisqu'elle permet, ironiquement bien sûr, hein, mais je veux dire, de manière, ce qui est un geste poétique assez fort, de reprendre un texte de Virgile, des Géorgiques, qui pourrait au soleil t'accuser d'imposture. Là, il le fait littéralement, hein, puisque ironiquement, il lui fait la bouche trop longue. Bon, alors évidemment, petite parenthèse, de Quincé, grand opiumane, grand consommateur d'opium, a perdu ses dents. L'opium est très peu compatible avec une santé buccale, on va dire, normale. Ce que le dessin, ce que la gravure masque en partie. D'ailleurs, bon, la gravure rajeunit quelque peu par rapport à la photographie, hein, lui fait une sorte de... Oui, le rend plus mélancolique qu'il n'est dans la daguerreotype, où il apparaît pas vraiment comme quelqu'un de très ouvert ou sympathique ou souriant ou particulièrement heureux. C'est une image que j'ai toujours trouvée assez dure. Mais bon, c'est comme ça, elle existe, elle est intéressante, elle est même plus qu'intéressante à mon avis. Même si c'est une image artisanale, hein, pas du tout un portrait qui est destiné à être vu comme tel, considéré comme tel, ou pas du tout un objet en soi, c'est vraiment un outil de travail pour les graveurs de l'imprimerie. Et le texte donc évoqué, le texte de Virgile, qui pourrait au soleil t'accuser d'imposture. Dans la traduction, je vais vous lire la traduction de Maurice Ras, la plus récente, celle de 1870 est en vers et est un peu pénible. Le soleil, qui oserait le traiter d'imposteur, lui qui nous avertit souvent que d'obscurs tumultes nous menacent et que couvre sourdement la trahison et les guerres, lui qui eut pitié de Rome et la mort de César, quand il couvrit sa tête brillante d'une sombre rouille, et qu'un siècle impli redouta une nuit éternelle. En ce temps-là, d'ailleurs, la terre aussi et les plaines de la mer, et les chiennes maléficieuses et les oiseaux sinistres fournissaient des présages. Et que de fois nous avons vu l'Etna, brisant ses fournaises, inonder en bouillonnant les champs des cyclopes, et rouler des globes de flammes et des rocs liquéfiés. La Germanie entendit un bruit d'armes dans toute l'étendue du ciel. Les Alpes tremblèrent de mouvements insolites. Une voix aussi fut entendue partout dans le silence des bois sacrés. Une voix énorme, et des fantômes d'une étrange pâleur apparurent à l'entrée de la nuit. Et des bêtes parlèrent, indicibles prodiges. Les fleuves s'arrêtent et les terres s'entr'ouvrent, et dans les temples, l'ivoire affligé pleure et les reins suent. Le roi des fleuves, l'Éridan, entraîne et fait tourner les forêts dans un fol tourbillon, et roule à travers toutes les plaines les grands troupeaux avec leurs étables. Et dans le même temps, des fibres menaçantes ne cessèrent d'apparaître dans les entrailles sinistres, ni le sang ne cessa de couler dans les puits, ni les hautes villes de retentir pendant la nuit des hurlements des loups. Jamais la foudre ne tomba plus souvent par un ciel serein, ni ne brûlèrent si souvent de farouches comètes. Alors c'est évidemment le fait que ce texte soit l'évocation dramatique du passage d'une comète n'est apparemment pas consigné par De Quincé, mais vous
voir que, en fait, si, mais dans un second temps, c'est quelque chose qui réapparaît d'une autre manière dans son œuvre et toujours à propos du visage. Ce qu'on remarque, c'est que au dérèglement solaire correspond une résonance générale dans l'ensemble du cosmos et sur la Terre qui crée un ensemble de sonorités extrêmement étonnantes, nouvelles, catastrophiques, etc. Comme si, effectivement, alors pour le coup, le Soleil faisait parler la Terre d'une certaine manière et lui donnait un nouveau masque. Or, que fait De Quincey sinon parler de son masque? Et c'est en rapport avec d'autres textes de lui qui sont aussi extrêmement concernés par la question du masque que je voulais axer cette intervention, puisqu'il a écrit un petit texte qui s'intitule Theory of Greek Tragedy, la tragédie grecque, texte très court, qui commence par la description de ce que c'est qu'un masque. Un masque grec, un masque de théâtre, qu'est-ce que c'est? C'est un objet qui, à la fois, fige complètement le visage et en même temps lui fait une bouche trop longue ou lui donne une puissance buccale tout à fait unique, puisque la technique consistait à insérer des petits fils, des petites lames de fer à l'intérieur du masque, qui faisait que la résonance était bien plus grande que celle de la voix. Et bon, je vous cite un dictionnaire de 1806. Les anciens n'auraient pas souffert les désagréments de cette immobilité du masque s'ils n'en avaient pas tiré quelques grands avantages qui consistaient sans doute dans la commodité d'y ajuster des lames d'airain ou d'autres corps sonores propres à renforcer la voix des acteurs. Ce moyen devenait nécessaire à cause de l'étendue immense des théâtres anciens et de l'éloignement où étaient les spectateurs. Donc la question de l'amplification du masque, le masque comme ancêtre de l'amplificateur, est évidemment en rapport avec ce que De Quincey dit de son style de répétition, de reprise, d'insistance sur ce qui n'a pas été suffisamment bien dit une première fois. Et ce n'est pas un hasard s'il insiste sur cet aspect-là de son style. La place de la voix, la place de la réverbération, la place de l'écho, fait apparaître cet objet, cette bouche de l'écrivain trop longue, ou ce masque insistant au premier plan. Alors, c'est aussi, ce qui est remarquable dans ce texte, c'est que plus il y a un masque, plus il y a une amplification, plus il y a un acteur, et un acteur tragique, moins il y a de personnes, moins la personne a un intérêt. Ce qui est assez curieux, puisqu'il s'agit de présenter une autobiographie. Alors, d'où ça vient cette histoire d'impersonnalité? Il parle même d'anonymat à un moment donné. Et cette donc sous-évaluation de la personne et d'être surévaluation du masque. En fait, si on lit le texte sur la théorie de la tragédie grecque, on s'aperçoit que si le masque amplifie les sons, c'est qu'il fait entendre l'acteur. Et plus encore, que la personne qui parle à travers le masque pour faire entendre une voix de théâtre disparaît dans sa fonction. Ce qui veut dire que le masque, la bouche trop longue ou la puissance de la bouche concentre les enjeux de cette représentation à elle toute seule. Donc cet élément dynamique est complètement lié à l'acte tragique, à l'action tragique. Et il est lié aussi à une indétermination sur la nature de celui ou la personne de celui qui parle.
Il y a comme un tremblement primitif, si vous voulez, qui fait disparaître la personne au profit de sa voix. L'objet masque étant le lieu où se concentre en quelque sorte toute l'entreprise de la représentation tragique. Et ici, on peut dire en un certain sens que c'est aussi ce type de raisonnement qui est repris pour concentrer l'autobiographie autour d'une non-personne qui exprime une série d'actions historiques sur lesquelles on va être amené à réfléchir et qu'on va être amené à observer. Sur la question du masque, dans la théorie de la tragédie grecque, on lit « la personne devait être agrandie, son expression idéalisée. C'est sur toute scène correspondant par son échelle aux dimensions colossales du théâtre, la silhouette humaine, privée de tout artifice, aurait été comme perdue. Les traits humains, s'ils n'avaient été accentués, seraient devenus à peine perceptibles, et dénués en outre de toute expression. La voix humaine, si elle n'avait été amplifiée, n'aurait pu se distinguer des murmures ambiants de l'auditoire. D'où les cothurnes pour surélever l'acteur, les vêtements volumineux pour dissimuler l'aspect disproportionné que prenait alors la silhouette, le masque, plus grand que nature, peint pour représenter le noble contour grec du visage, les mécanismes par lesquels on amplifiait les intonations de la voix, comme les tubes d'airain d'un orgue. Alors, donc ce texte que je viens de vous lire, la théorie de la tragédie grecque, est un petit peu postérieur à l'écriture du commentaire sur le daguerréotype, puisque le daguerréotype est commenté en 1850, le texte sur la théorie de la tragédie grecque est de 1852. Et dans ce texte, il s'agit non seulement d'esquisser une théorie qui rende compte de la tragédie grecque telle qu'il la comprend, mais c'est peut-être la clé de la remarque que je viens de vous lire, de montrer que l'enjeu est d'abord celui d'une pratique assez technique, en fait, rendue nécessaire par les conditions de la représentation. La contrainte de la grande taille, la contrainte aussi d'économie de ce lieu, hein, enfin le fait que les spectateurs n'écoutent pas religieusement ce qui se passe sur le théâtre, la distance, etc. Cette silhouette si noble, cette voix si profonde, qui, par la construction même des théâtres et par les masques, reçoit une amplification si solennelle, proclame un être au-dessus de l'échelle courante. À cela s'ajoute une contenance toujours adaptée à la même tonalité immuable du sentiment qui préside à la situation, ce qui en quoi suffirait presque pour faire retrouver la note dominante de la tragédie grecque. Cela étant posé, nous commençons à percevoir une visée séparée de la vie humaine ordinaire, y compris celle des rois et des héros. Par un immense gouffre, nous discernons une vie dans une vie. Alors non seulement le soleil ne ment pas, non seulement la bouche est trop longue, mais la bouche est trop longue et l'accès à, en quelque sorte, l'essence même de ce qui se passe sur la scène tragique, hein, qui est ce qu'il faut comprendre, ce qui est une énigme, cette notion de une vie dans une vie. De quoi il parle ? Alors pour le comprendre, il faut faire un petit trajet esthétique par la sculpture, par la théorie esthétique, notamment par un texte où De Quincey commente le Laocoon de Lessing. Vous voyez le Laocoon de Lessing, le père et ses deux fils entourés de serpents, et donc les trois personnages qui grimacent de douleur. Alors De Quincey a commenté le Laocoon qui est une statue qui est à Rome, hein, qui est au musée du Vatican, qui avait été commentée en son temps par Gotthold Ephraim Lessing vers 1860. Et De Quincey reprend le texte de Lessing pour lui faire dire autre chose. Lessing dit que l'artiste est en quelque sorte
incapable, la sculpture s'oppose à la description du cri. Hein. L'artiste est en quelque sorte obligé d'amoindrir, de modérer le cri en gémissement, non parce que le cri indique une âme basse, mais parce qu'il donne au visage un aspect repoussant. Imaginez Laocoon, disait Lessing, la bouche béante, et jugez. Même chose, même commentaire chez Winkelmann. Winkelmann considère aussi que le sculpteur ne peut pas représenter une souffrance extrême, car cela briserait l'instant fugitif et la beauté organique de l'ensemble. Dans un texte de 1826, donc 24 ans avant le commentaire de ce daguerréotype, et 26 ans avant la théorie de la tragédie grecque, De Quincey écrit justement une note très longue, une longue digression. Il laisse cours à sa manie de la correction, de l'amplification et de la rectification, pour dire que l'expression de la souffrance est tout à fait recevable, au contraire, dans l'art de la statuaire, puisque la sculpture vise l'idéalité et la durée. Elle est plus que la peinture, capable de rendre compte, de figer les choses, non pas dans une forme d'existence, mais dans une forme d'essence. Et il utilise la différence entre... Il dit la sculpture s'adresse à l'essai, à l'être, et non pas à l'exister. Par exemple, il dit le Christ aura été plus souvent peint que sculpté. C'est une affirmation que je n'ai pas vérifiée, je n'ai pas fait de recension, parce qu'il est le Dieu fait homme. Et la peinture est le meilleur moyen pour représenter l'entrée de la divinité dans l'ombre du temps et de la passion. Au contraire, je le cite, la sculpture se projette dans l'éternité divine d'une manière ineffable. Voilà. Donc cette histoire de longue bouche, de bouche longue, engage en fait un rapport très, très précis, très étroit et très conflictuel entre la notion d'un Dieu incarné et au contraire une autre notion qui est celle d'un Dieu mystérieux, d'une vie dans une vie qui ne l'est pas complètement, mais à laquelle, malgré tout, on peut avoir une forme d'accès dans cette histoire de masque. Il y a d'autres conceptions où il est question du visage chez De Quincey, d'autres moments de son œuvre qui sont extrêmement caractéristiques et importants. Je vais vous en citer quelques-unes, vous irez voir comment ces textes se mettent en place si ça vous intéresse. Il y a un grand emblème qui est la figure du dieu même nom au British Museum, où sont unies les expressions de la bonté ineffable et de la durée infinie, dit-il. C'est un des emblèmes qui revient constamment dans les peintures de rêve et dans les évocations de ces confessions d'un mangeur d'opium. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire d'une vie dans la vie ? Alors je reprends la question de la théorie de la tragédie grecque et je lis ceci. Elle est une vie sous une vie, c'est-à-dire une vie traitée à une échelle sensiblement différente de celle de la vie du spectateur, au point de la marquer profondément par un sentiment d'idéalisation. La vie dans la tragédie grecque présupposait une autre vie, celle du spectateur qui la mettait en relief. La tragédie était projetée devant ses yeux à partir d'une profondeur vaste et lointaine, et entre cette vie et le spectateur, quelle que fût la proximité de la fantasmagorie qui s'offrait à lui, il n'en demeurait pas moins un gouffre d'ombre incommensurable. Donc vous voyez, c'est peut-être que cette histoire de bouche trop longue est faussement ironique dans le commentaire du daguerréotype.
peut-être que ça renvoie à cette nécessité de la distance, qui est la nécessité même de la peinture tragique ou de la tragédie, puisque, dit-il encore, le spectateur doit avoir l'impression que les voix montent des groupes statifiés, et qu'il dit aussi que tous les dialogues du théâtre grec doivent être compris comme des récitatifs qui agrandissent la personne, qui jouent d'une proximité et d'une distance avec la parole simple, afin de, en quelque sorte, de plonger dans ce Dieu retiré qui est le fond et aussi le motif le plus profond de cette tragédie. Alors une autre citation de ce même essai sur la théorie de la tragédie grecque. Dans la tragédie grecque, la présence des masques indique l'impossibilité absolue de ces tempêtes et de ces conflits. Point de lutte, qu'elle soit interne ou externe. Médée, la figure la plus tragique de la scène grecque, ne connaît de la passion ni le flux ni le reflux, pas plus qu'elle ne connaît les convulsions de la jalousie et celles de l'amour maternel. C'est un petit peu paradoxal de dire ça de Médée, mais c'est ce qu'il affirme. Tout cela est censé se dérouler en dehors de la présence du spectateur. Le funeste conflit tragique n'est pas plus exposé scéniquement et coram populo que ne l'est le meurtre de ces deux enfants innocents. S'il était possible de le montrer, comment le masque serait-il justifié? Donc il s'agit à la fois de faire entendre ce qu'on ne peut pas montrer et de le faire entendre plus puissamment du fait même que ce n'est pas montré. Voilà ce qu'il y a dans cette bouche trop longue du masque. Et il fait une différence à ce moment-là avec le théâtre moderne, notamment le théâtre de Shakespeare, sauf que chez Shakespeare aussi, il y a du masque, il y a du mime. Et quand il prend l'exemple de Hamlet, il reprend exactement ce qu'il dit de la théorie de la tragédie grecque, c'est-à-dire cette mise à distance, cette inquiétude fondamentale de qui parle, d'où ça parle, pourquoi ça parle, quelle est la violence en fait qui parle ici, et qui parle ici, qui parle les personnages. C'est pas ce que les personnages parlent, c'est que derrière ces personnages qui parlent, une intériorité tragique s'exprime, un conflit tragique dont on ne sait pas les causes apparaît. Et Hamlet, alors que c'est la base même à cette époque-là du théâtre moderne, fondée justement plutôt sur la question de la vie incarnée, des conflits passionnels, enfin la naissance de l'individu personnage ou du personnage individuel se met en place très fortement à ce moment-là. Le théâtre de l'individu semble se mettre en place à ce moment-là. De Quincy dit quelque chose de complètement différent, notamment à propos d'Hamlet, puisque elle est une vie sous une vie, c'est-à-dire une vie traitée à une échelle sensiblement différente de la scène du spectateur. Il dit la même chose du théâtre shakespearien que du théâtre tragique grec. Alors, le second point que je voulais soulever, c'est qu'on a une autre description à peu près à la même époque, c'est-à-dire aux alentours des années 1846-1850, d'un autre type de visage. C'était vraiment une obsession très forte sur cette question de qu'est-ce qu'un visage, qu'est-ce qu'il y a dans un visage. Non pas qu'est-ce qu'on voit, mais qu'est-ce qu'on entend dans un visage. Alors, ceci est une représentation de la nébuleuse d'Orion, observée par le télescope de Lord Rosse en 1846, et qui fait l'objet d'un commentaire de Quincy, puisque
Lord Ross dessine la nébuleuse. Ils n'arrivent pas encore à la mettre en... Enfin, elle va être photographiée, disons, 20 ans plus tard. Mais à ce moment-là, c'est juste un dessin. Et là, De Quincey, donc texte de 1846, voit un visage. Il voit un visage et il entend Milton. C'est un texte qui s'intitule Les cieux révélés par le télescope de Lord Ross à Édimbourg. N'importe où, c'est à Édimbourg que le ciel se révèle. Il devait faire beau ce jour-là. Et donc, voici ce qu'il dit. Description de la nébuleuse d'Orion telle qu'elle a été contrainte à se révéler par Lord Ross. Vous voyez une tête révulsée et qui relève son visage ou ses yeux, si elle en avait, dans l'angoisse même d'une haine adressée à des cieux inconnus. Ce qui devrait être son crâne pourrait être une tiare assyrienne, sauf qu'elle se termine à l'arrière par une traîne flottante. Cette tête repose sur une nuque et une gorge magnifiquement développées, un pouvoir total étant conféré à l'ennemi terrible, il est beau exactement là où cela lui plaît, afin d'indiquer et d'envenimer encore sa laideur spectrale. La bouche, à cette étape de la révélation que M. John Herschel a pu arrêter dans son miroir de 18 pouces, est amplement développée. D'innombrables brutalités reposent sur la lèvre supérieure, qui se rejoint en une grimace, car des narines séparées, il n'y en a pas. N'eussent été pour cette absence de narines, et même en dépit de ce défaut, dans la mesure où dans un cri ou dans un si étrange mélange d'angélisme et de brutalité, nous pouvons supposer que le sens de l'odorat relève d'un organe compensatoire. L'attitude de ce fantôme nous rappelle un passage mémorable entre tous dans Milton. Je veux dire, le passage dans lequel la mort comprend pour la première fois, peu de temps après le trépas originel, l'empire futur qu'elle étendra sur l'homme. Cette ombre famélique se prend même à sourire pour la première fois, et la dernière fois, saisissant son abominable récompense, et sentant au loin le mortel changement qui a eu lieu sur la terre, une telle odeur, dit-elle, je l'attire du carnage d'une proie innombrable. Nous voilà prévenus.